Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth. Il est 7h33. On retrouve Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Comment tu as passé ton week-end? En mode repos. Repos total. D'accord. Alors l'actualité internationale est dominée par quoi? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sommet du G7 à Hiroshima. Il faut savoir que le G7, c'est un sommet informel au cours duquel se rencontrent les 7 démocraties les plus industrialisées. Avant, il y a 30 ans, on disait les 7 pays les plus riches du monde, et c'était vrai à l'époque, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus, parce que lorsque l'on fait la liste des pays les plus riches de la planète, ce ne sont pas ces 7-là. Il y a bien entendu, parmi eux, il y a des pays qui sont parmi les plus riches de la planète, mais évidemment, ce ne sont plus les plus riches de la planète. Mais les plus... industriels, c'est ça? Non, ce sont les démocraties les plus industrialisées. D'accord. C'est maintenant comme ça qu'ils se baptisent, parce qu'en réalité, continuer à prétendre que le G7 représente les 7 pays les plus industrialisés, en réalité, les plus riches, on disait d'abord les 7 pays les plus riches, ce n'est plus vrai aujourd'hui, parce que vous avez la Chine et l'Inde qui sont bien plus riches que le Royaume-Uni, plus riches que l'Italie, plus riches que l'Espagne, plus riches que le Japon. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que le G7 représente les pays les plus riches. Oui. Dire aussi que ce sont maintenant les pays les plus industrialisés de la planète, non, parce que la Chine et l'Inde sont passés à l'intérieur. Le Brésil est plus industrialisé aussi aujourd'hui que l'Italie. L'Italie à un niveau d'industrialisation, ou bien l'Espagne, qui n'est pas très loin, par exemple, de l'Afrique du Sud. Par contre, si on devait dire maintenant quels sont les 7 pays, ou quels sont les 4 pays, ou les 5 les plus industrialisés, les BRICS, par exemple, sont plus riches que le G7. Ah bon? Oui, depuis 2022, le PIB cumulé des pays membres des BRICS est supérieur depuis l'année dernière au PIB des pays du G7. Oui. Donc, quand vous avez déjà 2 pays, l'Inde et la Chine, qui représentent à eux deux près de 40% de la population mondiale, lorsque vous avez la Chine et l'Inde, la Chine étant la 2e puissance économique, l'Inde étant la 5e puissance économique mondiale, donc vous voyez que là aussi, il y a évidemment des choses très intéressantes avec le Brésil et tout le reste. Donc, ce qui fait qu'en termes de PIB, en termes de production de richesse à l'échelle de la planète, oui, les BRICS sont plus riches, produisent plus de richesse que les pays industrialisés. Donc, ils ont dû revoir un peu l'objectif de cette rencontre. Donc, dire maintenant, aujourd'hui, que ce sont les démocraties les plus industrialisées, effectivement, ça paraît plus conforme à la réalité des faits. Maintenant, pour nous intéresser à ce sommet en lui-même, il visait un double objectif. Le premier objectif, c'était d'essayer d'aider encore l'Ukraine, qui vient de perdre une ville stratégique de la ville de Bakhmut, après plus de 224 jours de combat entre la milice pro-russe Wagner et les forces armées ukrainiennes. Celles-ci ont abandonné le terrain. Voilà, les derniers postes qui étaient tenus par les forces armées ukrainiennes sont tombés samedi. Oui, samedi, aux alentours de 19h-20h heure locale, Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, a annoncé officiellement la prise totale de la ville de Bakhmut par ses hommes. Évidemment, dans les heures qui ont suivi, le Kremlin a confirmé et a même félicité Prigojine pour ses efforts. Et donc, là, c'est un revers que, malheureusement, les forces armées ukrainiennes ont subi. Et donc, Volodymyr Zelensky en a profité pour, bien entendu, non seulement essayer de rencontrer d'abord un certain nombre de pays tiers qui sont considérés comme étant des pays qui continuent à avoir des relations diplomatiques et économiques avec la Russie et qui a un impact notamment sur le plan économique mondial en permettant à la Russie de continuer de bénéficier de la manne pétrolière. Donc, il y avait 3 pays invités lors de ce sommet. On avait donc l'Inde avec Narendra Modi, le premier ministre indien. On avait l'Indonésie avec son président, Widodo Jikoko. Et il y avait également le Brésil avec le président Lula, Luiz Inácio da Silva. Alors, Joko Widodo, le président de l'Indonésie, participait pour la première fois à ce sommet. Il faut savoir que lors de ce sommet du G7, on a vu aussi
la présence de Volodymyr Zelensky, on a parlé d'arrivée surprise. Bon, surprise, lorsque l'on regarde véritablement, il n'y a pas eu de surprise, à mon sens, parce qu'il semblerait, selon le journal Le Monde, que cette arrivée de Volodymyr Zelensky au sommet du G7 d'Hiroshima avait été préparée même depuis la dernière visite du président ukrainien à Paris. Donc, il savait que les présidents indonésiens, brésiliens et les présidents brésiliens, indonésiens et le Premier ministre indien seraient présents lors de ce sommet. Et donc, il est tout à fait normal qu'en réalité, Paris et Kiev ont préparé cette visite-là. Alors, l'objectif, c'était d'une part d'essayer d'obtenir pour les autorités ukrainiennes plus d'armes et surtout plus d'armes puissantes. Parce qu'il faut savoir qu'avec la paire de Bakhmout, il y avait le dernier verrou qui venait de sauter de la part notamment des Occidentaux qui ne voulaient pas une escalade en termes de soutien à cette guerre. Ils se rendent compte que malgré les sanctions économiques, malgré les livraisons massives d'armes, que ce soit de munitions, enfin des armes dites défensives, aujourd'hui, la situation sur le terrain ne s'arrange pas en faveur des troupes ukrainiennes. Et pire encore, depuis la promesse et la livraison même de certains chars aux Ukrainiens, il n'y a pas aussi d'évolution sur le sommet, puisque nous venons, comme je l'ai dit, il y a quelques instants, la ville de Bakhmout est tombée. Et donc, il fallait, du point de vue des Ukrainiens, passer à un cran au-dessus, notamment en demandant des armes, des avions de chasse. Alors, jusqu'à présent, jusqu'avant le début du sommet d'Hiroshima, les Américains étaient techniquement réticents à ce que l'on puisse livrer notamment des avions de chasse F-16 aux Ukrainiens parce qu'ils ne voulaient pas que les Russes considèrent cela comme étant une forme de co-belligérance dans ce conflit, ce qui est quand même un euphémisme, étant donné le soutien massif militaire en termes de financiers, en termes d'armes, de munitions, de renseignements et autres que les États-Unis offrent à l'Ukraine depuis le début de ce conflit-là. Alors, Joe Biden a donc donné son feu vert et un certain nombre de pays qui disposent de F-16, parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a pas des masses à travers la planète, il y en a à peu près 4500 qui ont été fabriqués par les Américains et donc une partie est évidemment détenue en Europe, notamment des pays tels que la Pologne, la Lituanie ou l'Espagne, les Pays-Bas, qui disposent de quelques F-16, ont déjà fait savoir qu'ils sont prêts à les mettre à la disposition des Ukrainiens, mais au préalable, il faudrait que les Ukrainiens soient formés à utiliser ce type d'avion-là, parce qu'il faut savoir que dans l'armée de l'air ukrainienne, ce sont plutôt des avions soviétiques, notamment des MiG-27 et des MiG-29, qu'ils possèdent, et donc c'est vers ce type d'avion-là que les pilotes ukrainiens sont habitués. Puis il faut savoir Jean-Paul, excuse-moi, Zelensky a rencontré, je pense samedi 20 mai, le gouvernement indien, qui jusqu'à présent refusait de condamner l'invasion russe. Est-ce qu'on peut espérer un certain changement, non seulement du gouvernement indien, mais aussi du Brésil ? Non, on ne peut pas espérer un changement. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que mais c'est par rapport aux BRICS que tu vas parler. Oui, et puis parce que les Indiens, comme les Brésiliens, tirent profit énormément de cette guerre. L'Inde est devenue l'un des plus gros importateurs de pétrole russe et aussi un des plus gros exportateurs mondiaux de pétrole, notamment en direction de l'Europe. Il faut savoir que l'Inde dispose d'énormes capacités de raffinage de pétrole et donc depuis l'année dernière, depuis le déclenchement des sanctions occidentales contre le pétrole russe, donc le fait que les Européens décidaient de se passer du pétrole russe, les Indiens en ont vu une aubaine et ont donc acheté à des prix 30% inférieurs au prix du marché le pétrole russe, le raffinent et le revendent massivement, notamment aux pays européens. Donc l'Inde gagne énormément d'argent, d'abord sur le plan du pétrole, et puis il faut aussi savoir que la Russie, c'est une véritable mine à ciel ouvert en termes de ressources naturelles. Donc la plupart des ressources dont les Occidentaux ont décidé de se passer, sont rachetées à prix d'or, à vil prix, je dirais même, par les industriels indiens. Et donc aujourd'hui, l'Inde est devenue, après les États-Unis et la Chine, le troisième plus gros importateur de brut. Donc c'est devenu un acteur majeur, notamment dans le commerce mondial du pétrole, et surtout c'est devenu un allié aussi stratégique de la Russie, comme l'est devenue la Chine, qui est aussi un gros importateur d'hydrocarbures russes. Donc de ce point de vue-là, étant donné que si l'Inde doit regarder ses intérêts propres,
évidemment, abandonner ses relations économiques avec la Russie pour hypothétiquement être solidaire de l'Ukraine, je ne pense pas que l'Inde franchirait le pas. Mais par contre, l'Inde est dans une position de neutralité, c'est-à-dire qu'elle ne soutient pas la Russie dans son invasion, puisqu'elle ne l'a pas condamnée, mais elle ne prend pas non plus de sanctions contre la Russie, mais elle appelle évidemment à une issue pacifique de ce conflit-là. Et c'est la raison pour laquelle elle continue de maintenir des relations aussi avec l'Ukraine et avec les pays qui soutiennent l'Ukraine, notamment. Donc, les pays occidentaux. Hormis la guerre en Ukraine, ils n'ont pas abordé d'autres sujets comme le changement climatique, par exemple. Non, c'était l'objet de la présence de Volodymyr Zelensky. C'était d'abord la présence des présidents. Mais il a monopolisé carrément les sujets. Il a monopolisé les sujets parce qu'évidemment, c'est un plateau pro-occidental. Hein. Vous enlevez le Japon, la plupart des autres pays, c'est des pays américains et européens. Donc, Volodymyr Zelensky étant invité par les Occidentaux, qui sont leurs principaux soutiens, on lui a déroulé le tapis rouge pour discuter avec deux acteurs émergents importants qui continuent de maintenir d'étroites relations avec la Russie. D'accord. L'objectif était d'essayer de faire infléchir leur position pour essayer d'avoir des positions qui soient moins à l'opposé des intérêts des Ukrainiens. Donc, c'est-à-dire qu'avoir peut-être une position sur le plan économique plus dure, c'est-à-dire prendre des sanctions contre la Russie, ou bien essayer de ne pas tirer profit ou essayer de ne pas permettre à la Russie de tirer profit de cette guerre-là, donc en achetant moins de pétrole. Mais tout ça, évidemment, vous savez, les États n'ont pas d'amis, hein, les États ont des intérêts. Et donc, de ce point de vue, je ne pense pas que Narendra Modi, lors de l'échange qu'il a eu avec Volodymyr Zelensky, ait eu à changer quoi que ce soit. La même chose pour Lula Ignacio da Silva. Il ne faut pas oublier que lorsque Lula est revenu au pouvoir, la première chose qu'il ait faite, c'est d'abord d'être parti en Chine et ensuite être parti en Russie. Donc, il a d'abord destiné ses premières visites à l'extérieur en tant que président brésilien à ses alliés des BRICS. Donc ça, évidemment, ça en dit long sur la position aussi du Brésil, qui est une position de neutralité, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas sanctionner la Russie, elle ne veut pas condamner la Russie, mais elle veut aussi continuer à maintenir des relations avec l'Ukraine, des relations avec les pays occidentaux, et elle espère, comme l'Inde, qu'une issue diplomatique, une issue politique et diplomatique doit être prioritaire, doit être la voie prioritaire à emprunter pour parvenir à une paix déjà immédiate pour que cesse le conflit. Or, la plupart des soutiens ukrainiens, notamment les soutiens occidentaux, on le voit là encore avec la décision de livrer des avions de chasse à l'Ukraine, ne sont absolument pas dans cette posture-là. Il faut savoir que Joe Biden, au cours de ce sommet du G7 à Hiroshima, a annoncé de nouveaux envois en termes d'armes et de munitions à destination des forces armées ukrainiennes. Donc, pour les Occidentaux, l'heure n'est pas encore à la négociation. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine reste en position de faiblesse sur le plan militaire, puisque je viens de le dire, la ville de Bakhmout est tombée. Et donc, les Occidentaux restent suspendus à la prochaine contre-offensive ukrainienne promise par Volodymyr Zelensky. Mais pour que cette contre-offensive se fasse, il faut un certain nombre de préalables. Selon les Ukrainiens, il faut des armes plus puissantes, plus sophistiquées. Il faut des armes auxquelles elles n'avaient pas droit, notamment des avions de chasse, et en plus des chars dont ils ont déjà obtenus et dont des régiments sont en train d'être formés, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc, on voit là clairement que ce sommet d'Hiroshima n'était déjà pas un sommet consacré à l'économie, même si aussi le deuxième volet, et là je vais en terminer, de ce sommet-là a été consacré à la Chine pour condamner un certain nombre d'actes, selon eux, de coercition de la Chine et dire que... économique. De coercition économique et de rappeler que les pays du G7 vont veiller à ce que les tentatives justement d'utilisation de cette dépendance économique comme une arme soient vouées à l'échec et aient des conséquences. Alors c'est quand même assez étonnant de la part des pays du G7 puisque l'on sait que les premiers à utiliser les outils économiques comme des armes, ce sont évidemment les Occidentaux, ce sont les pays du G7. Il faut savoir que qui sont les premiers
à utiliser les sanctions économiques à l'endroit de pays pour lesquels, évidemment, ils estiment que ces pays-là ne respectent pas un certain nombre de règles qu'eux ont dictées, ce sont les pays occidentaux. Alors, pour une fois qu'ils se trouvent face à un pays dont l'application de leurs propres règles, l'application de leurs propres sanctions pourrait avoir un revers contre eux, ou bien pour la première fois qu'ils se trouvent face à un pays qui ait la capacité de leur imposer aussi des sanctions économiques qui pourraient avoir des conséquences terribles sur leurs économies, eh bien ça, ils voient ça d'un très mauvais œil et commencent évidemment à dire qu'ils vont travailler, à mettre tout cela en échec. Mais cela aussi montre derrière des véritables divisions au sein des Occidentaux sur la position qu'il faudrait avoir vis-à-vis de la Chine. D'un côté, on a les Américains, les pays asiatiques, notamment les pays d'Asie du Sud, notamment le Japon et la Corée du Sud, qui souhaitent vraiment des sanctions fortes contre la Chine, notamment pour des questions surtout liées à la menace qu'elle représente pour ces pays-là, notamment au niveau de la zone de l'Asie Pacifique, la zone du Pacifique Sud. Et donc là-bas, les Japonais et les Sud-Coréens voient comment l'armée chinoise se fait de plus en plus menaçante puisqu'elle veut mettre la main sur un certain nombre de territoires et elle veut élargir sa zone d'influence. Il faut savoir que dans cette région, ce sont les Américains qui, justement, garantissent par le biais de leur base militaire, garantissent une certaine sécurité, notamment au Japon et à la Corée du Sud, qui sont leurs alliés. Et donc, le fait de voir cette Chine-là de plus en plus menaçante sur un plan militaire, affirmer sa puissance dans cette région-là, eh ben, leur fait craindre le pire. Et donc, eux, ils veulent véritablement que l'on commence à frapper la Chine aujourd'hui sur le plan économique pour essayer de limiter, si tu veux, ses actions dans ce sens sur leur zone territoriale. Et puis, d'un autre côté, on a les Européens qui sont beaucoup moins vindicatifs vis-à-vis de la Chine pour des raisons purement économiques, parce qu'il faut savoir que les Européens sont extrêmement dépendants de la Chine. D'un certain côté, ils ont besoin des usines chinoises pour produire à moindre coût des produits et des services dont ils ont besoin au quotidien. Il faut savoir que l'Union européenne et la Chine échangent chaque jour l'équivalent d'1 milliard de dollars en biens et services. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi la réalité que la Chine détient le monopole sur un certain nombre de secteurs stratégiques, le monopole par exemple sur les terres rares, et c'est un acteur majeur notamment dans les domaines scientifiques et technologiques comme celui qui est lié aux semi-conducteurs, aux puces électroniques ou encore aux semi-conducteurs et aux puces électroniques et tout ça qui entre aussi dans la fabrication, quand on parle des terres rares, notamment la fabrication des batteries. Et des batteries dont, évidemment, notamment les industriels européens ont besoin, notamment les constructeurs automobiles. Donc tout ça fait que pour les Européens, ils verraient d'un très mauvais œil le fait que l'on essaye de donner des sanctions trop fortes à la Chine qui risquerait de la couper, qui risquerait de couper les pays européens de la Chine. Et ça, ils n'en voudraient pas pour les raisons que je viens de citer, étant donné le rôle que joue la Chine dans certains domaines dont sont dépendants les Occidentaux. Et donc, pour eux, ils disent qu'il faut maintenir un espèce de couplage avec la Chine, même s'il faut travailler à essayer de réduire cette dépendance-là économique vis-à-vis de la Chine. Mais la réduction de cette dépendance ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut réindustrialiser, il faut remettre des filières d'approvisionnement à l'intérieur des États, il faut réinstaller toutes les chaînes de valeur dans certains domaines industriels, notamment le domaine industriel stratégique comme celui de la batterie, celui de la fabrication de plaques photovoltaïques ou tout ce qui entre dans la fabrication d'éoliennes qui sont principalement produits en Chine. Et donc tout ça fait que les Européens, s'ils veulent respecter leur agenda, notamment en matière de transition écologique, ont besoin de la Chine aujourd'hui et donc voient d'un très mauvais œil toute volonté qui leur serait imposée, notamment par les Américains, d'avoir une position extrêmement ferme sur le plan économique vis-à-vis de la Chine. Donc,
ils ont quand même trouvé une position commune qui vise à rappeler à la Chine un certain nombre de principes, notamment sur le plan du commerce international, de respecter un certain nombre de principes aussi du droit international, même si évidemment eux-mêmes ne le respectent pas véritablement, surtout lorsqu'on voit l'attitude des Occidentaux vis-à-vis de la Russie. Ils se sont affranchis de beaucoup de principes et de règles du droit international et même du droit commercial international. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant de la part de ces Occidentaux-là de voir, de les voir dans cette position-là, de reprocher à un pays tiers ce qu'eux-mêmes ils font vis-à-vis d'autres pays tiers. Donc c'est ce qu'on peut retenir grosso modo de ce sommet du G7 au Japon. Merci beaucoup, c'était Jean-Paul pour l'actualité internationale. Aujourd'hui, il revenait sur le sommet du G7 qui s'est achevé le dimanche 21 mai. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des programmes. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.